Les Russes continuent de frapper le territoire ukrainien. C'est une nouvelle attaque qui a eu lieu cette nuit. 5 morts et plusieurs blessés dans une attaque de drone. Je vous laisse regarder. Xavier Tettelman, quels drones ont été utilisés cette nuit? Alors, globalement, c'est souvent des Gerbera ou des Shahed. Le Shahed étant celui le plus lourd, et là, on voit la taille des explosions, ça donne plutôt l'impression d'être au-delà de 80 kg d'explosifs. Les Gerbera, c'est des drones qui ont plutôt quelques kilos et qui vont être utilisés sur des cibles non durcies, donc des dépôts pétroliers extérieurs. Et en fait, cette guerre de longue distance, il faut vraiment faire une grosse distinction avec ce qui se passe sur le front. Aujourd'hui, la guerre à longue distance, effectivement, les Russes continuent à cibler majoritairement des civils, des installations civiles pour faire souffrir, pour tuer des populations, pour continuer à engendrer cet exode qui fait qu'aujourd'hui, on est passé en dessous des 30 millions d'habitants dans la partie libre de l'Ukraine. Et les Ukrainiens, de leur côté, ils continuent aussi à avoir de grands succès dans le domaine. Avec aujourd'hui, on a appris par exemple que les Russes avaient perdu 70% de leurs revenus pétroliers depuis le début de l'année, en comparaison avec l'année dernière qui était déjà en baisse. Donc on sait que dans les deux camps, ils continuent cette guerre de l'usure. Le commandement de l'armée de l'air ukrainien dit ce soir que l'arsenal russe permet aux occupants d'effectuer des frappes massives de missiles sur l'Ukraine 1 ou 2 fois par semaine. Ces attaques de ce type, vous confirmez, général? Oui, absolument, puisque je crois qu'hier, il y a une frappe qui a fait plus de 600, il y avait 600 drones et puis 40 missiles. 40 missiles, ils sont aussi en train de monter en puissance en matière de missiles, ils n'en avaient pas autant. Et donc ça, c'est des frappes qui sont tout à fait conséquentes. Moi, je rappelle qu'il y a 2-3 ans, quand il y avait 60 ou 80 vecteurs qui s'abattaient sur l'Ukraine, on expliquait que c'était des frappes massives. Moi, je disais, c'est rien du tout. Aujourd'hui, quand on en a 6 ou 700, c'est véritablement tout à fait considérable, effectivement. Dans un premier temps, les Russes ont vidé leur stock. Et là, dans les premiers jours de la guerre, ils arrivaient à envoyer 600 missiles d'un coup. Et c'était des vrais missiles, avec vraiment 400-500 kilos d'explosifs qui volent à 800 km/h. Ils ont vidé leur stock et ils ont recommencé à produire 4-5 missiles par mois. Puis maintenant, on en est plutôt à une centaine de missiles par mois parce qu'ils ont accéléré leur production massivement. Et à côté de ça, puisqu'ils ne peuvent pas faire des vagues de missiles tels qu'ils le faisaient au début de la guerre parce qu'ils n'ont plus de stock, eh bien, ils produisent ces drones kamikazes Shahed en très grande quantité. Et là, effectivement, la question est comment est-ce qu'on les intercepte? Il y a beaucoup de méthodes différentes. Il y a l'interception. Et je veux aussi faire le parallèle avec les Ukrainiens. Simplement, c'est possible de les intercepter? Il y a autant? Plus de 90% de ces drones kamikazes, en fait c'est des missiles low cost, sont interceptés. 90%, mais quand ils en tirent 600, ça en laisse toujours 60 qui passent. Et sur les 60 qui passent, forcément, ça fait ce type de dégâts malheureusement. Pour comprendre cette pression sur le territoire ukrainien, témoignage exclusif ce soir de 2 combattants français dans les forces spéciales ukrainiennes, 2 combattants que vous connaissez bien, Xavier Tettelman. J'étais avec eux il y a 3 semaines. Voilà. Lake et Papillon, ce sont vos pseudos. Nous sommes ravis de vous recevoir ce soir en plateau. Vous allez pouvoir nous décrire le terrain. On a parlé de ces drones, de ces attaques de drones que vous avez subies également dans le Donbass. Comment vous faites face à cela tous les jours en Ukraine? En fait, bonjour Xavier, bonjour tout le monde. En fait, ça dépend, surtout si on n'est pas au front, même malgré qu'on est à 50 km, des fois 40 km, on n'est jamais en sécurité. D'ailleurs, dernièrement, on a 2 journalistes qui sont morts juste à côté de nous, parce que les Russes, ils arrivent maintenant avec des monnayas et des fibres optiques à aller plus loin que prévu pour toucher la logistique ukrainienne exactement. Du coup, c'est un peu dangereux. À quoi ressemble la ligne de front à l'heure actuelle? En fait, on a la ligne 0, mais la majorité des drones russes, ils travaillent quasiment à 50-60 km exactement derrière. Là, on parle des drones de grande taille. Les drones de petite taille, c'est vraiment sur la ligne, autour de la ligne 1. L'objectif majoritaire des Russes, c'est d'empêcher la logistique, c'est d'empêcher de pouvoir accéder à la ligne de contact. Et Papillon, qu'on voit ici, alors je précise, il est francophone, il est marocain. Et c'est rigolo d'ailleurs de voir Azov avec un Marocain qui se bat avec eux. Encore une fois, le storytelling russe mensonger prouve encore une fois qu'il raconte n'importe quoi. Mais en dehors de ça, il est opérateur des drones lourds maintenant. C'est-à-dire qu'il a une capacité stratégique d'aller frapper lui aussi dans la profondeur. Et il y a une saturation du front sur 5 km de part et d'autre avec 15 000 drones kamikazes dans chaque camp qui sont consommés chaque jour. Et ensuite, effectivement, c'est de plus en plus dur parce que sur les arrières, les Russes comme les Ukrainiens sont capables de faire souffrir, on va dire, sur 20 km derrière la ligne de front, notamment sur la logistique. Général Richoux, une question pour les combattants sur place. Oui, moi j'aimerais bien savoir, sur le front centre, il y a eu beaucoup de désinformations russes qui nous avaient expliqué que Pokrov, que
Kupiansk était tombée. Est-ce que sur le front centre, il y a un doute côté ukrainien, ou est-ce que vous estimez que ces lignes de front sont tenues fermement actuellement? Les lignes de front sont encore tenues quand même. Il y a peut-être eu un doute il y a quelques 2 semaines, mais on a des retours de personnes qui sont là-bas et qui, eux, sont en train de nous dire que ça tient toujours. Donc à partir de là... Parce qu'il faut comprendre que les Ukrainiens se sont aussi retirés sur les lignes de défense suivantes qui avaient été construites et que la défense héroïque de Pokrovsk pendant longtemps a permis justement de construire des défenses qui sont vraiment solides. Les copains se battent à Kramatorsk principalement, et devant Kramatorsk, j'ai vu les défenses, les lignes de défense. Ça fait 3 ans et demi que je navigue sur le front. J'ai pas vu de ligne de défense aussi solide que celle qu'on voit en protection de Kramatorsk. Et quand on pense que les Russes ont eu besoin de 560 jours pour réussir à accéder à cette ville, à Pokrovsk, eh bien ça va prendre encore plus de temps évidemment pour continuer sur Kramatorsk. Laïc Papillon, quel est le moral des combattants sur place? Vous avez entendu les derniers retours concernant les négociations, également les scandales de corruption au sein même du cercle proche de Volodymyr Zelensky. Oui. Est-ce que ça a eu des conséquences sur le moral des combattants sur place? Non, la vérité, non. Parce que nous, on reste là, on fait notre travail, on défend le territoire, malgré que les Russes ils continuent toujours à viser des civils. Mais on est là, on ne rentre pas dans la politique, on reste toujours militaire, on fait notre travail, on essaie de protéger le monde derrière nous. Puis même, c'est plutôt bon signe que les affaires de corruption sortent. Ça veut dire que les gens vont être jugés. C'est plutôt le signe d'une démocratie qui va bien. L'un de vous deux est droniste, Papillon. Quand vous opérez avec les drones notamment, à quoi ressemble la ligne de front? Est-ce que vous opérez tout de manière souterraine? Non, en fait, c'est différent parce qu'en drone, il y a plusieurs drones. Et surtout, moi, dans ma spécialité, en fait, c'est un drone vampire. Comme il a dit Xavier, lui, il connaît un peu plus sur ce sujet. En fait, quand je reçois ma mission, ça s'arrête toujours après des kilomètres derrière la ligne de front chez eux. Et je peux monter jusqu'à 25 kilomètres. Donc, des fois, avant que leurs troupes soient préparées ou leur logistique, je suis en dessous d'eux et je fais mon travail. En fait, Papillon est l'un des rares étrangers qui est formé sur les drones de niveau stratégique. C'est-à-dire que là, quand on parle de ces drones-là, il va être capable de larguer jusqu'à 40 kilos. Donc ça va aussi bien être de la logistique aérienne pour aller ravitailler ceux qui sont sur la ligne 0. Ça va aussi être bien les vidéos qu'il m'a partagées il y a très peu de temps, qu'on ne peut pas vous partager malheureusement, dans lesquelles il fait du bombardement en larguant des mines anti-char directement sur les cibles. Il peut faire du largage de mines pour reminer des zones que les Russes pensent avoir déminées avant de lancer un assaut. Donc là, on est vraiment sur la profondeur stratégique de la Russie pour l'empêcher de pouvoir conduire des assauts. On se rappelle également qu'il y a des drones qui ont été utilisés pour ravitailler des troupes qui étaient blessées sur la ligne de front, en larguant du matériel médical et en permettant des talkie-walkie, et en permettant l'évacuation de ces personnels vers l'arrière. Le drone aujourd'hui, c'est véritablement une révolution qui permet sur les personnels isolés qui n'ont plus de communication avec l'arrière de continuer à les approvisionner, voire à les secourir, parce que ces personnels ont été secourus, effectivement. Laïc Papillon, est-ce que vous pouvez ne pas répondre à ma question parce que je sais qu'elle peut être compliquée pour vous sur place, mais est-ce que vous pouvez attaquer depuis vos positions des infrastructures militaires russes ou non? Non, mais la majorité, je peux pas expliquer tout, mais dès que je reçois, surtout à moi, l'information, parce que Laïc, lui, c'est un opérateur de drone de reconnaissance. Après, moi, que je reçois mes missions, j'ai exactement c'est quoi, mais je ne vais pas y aller plus loin parce que j'ai une drone qui est importée un peu avec le brouillage, en fait. Maintenant, il y a une question de brouillage sur le front. C'est malgré que j'ai un drone qui fait de la longue distance, il est bloqué sur 25 km. Je ne peux pas y aller plus loin. Oui. Après, c'est vraiment, il faut y aller plus loin. On utilise la fibre optique. En fait, et après, il y a d'autres drones plus grands. Il faut comprendre qu'il y a un écosystème autour du drone qui est gigantesque, c'est-à-dire que l'un ne peut pas travailler sans l'autre. Laïc va avoir des drones d'observation qui va justement, par exemple, détecter les mines russes avant que les Ukrainiens puissent commencer à avancer, et puis il va voir en profondeur les Russes qui commencent à avancer, parfois plusieurs kilomètres avant qu'ils arrivent, et à ce moment-là, Papillon va aller avec son drone lourd pour faire du bombardement. L'un ne peut pas travailler sans l'autre. Et puis après, vous avez les drones kamikazes FPV. Papillon, il n'a pas encore fait ce type de mission, à ma connaissance en tout cas, mais il y a des possibilités d'avoir les drones de grande taille qui vont s'approcher du fond pour lancer des drones kamikazes FPV qui sont encore pilotés par une autre personne derrière. C'est-à-dire qu'il y a vraiment
4, 5, 6 personnes qui peuvent faire des opérations coordonnées juste par les drones, voire même encore un autre drone qui va faire relais de communication. Parce que comme il vient de le dire, parfois c'est compliqué en termes de guerre électronique. Alors, il ne faut pas confondre avec les drones, par exemple, qui sont envoyés sur le niveau stratégique, sur les raffineries et ces choses-là. Là, c'est véritablement des drones qui volent peut-être à 1000, 2000 km avec de l'intelligence artificielle, avec beaucoup plus d'explosifs et qui sont capables d'aller taper très très dans la profondeur du territoire. Là, c'est véritablement les drones de contact, les drones qui tapent la ligne de front. Mais c'est des drones, j'imagine, alors je pose la question, qui sont capables de taper des centres de commandement, des dépôts logistiques, etc., qui sont juste à l'arrière. Si, on peut faire ça, mais après, on peut faire un peu plus, parce que maintenant, quasiment tous les drones qu'on a, ils sont équipés de l'IA, de l'intelligence artificielle, parce que même, je suis rentré il y a 2 jours, et je l'ai pu le tester sur mon drone, franchement, ça aide beaucoup l'opérateur. Parce que des fois, on n'arrive pas à voir le soir exactement une signature thermique de quelque chose, et dès qu'on l'utilise exactement, ça nous indique l'endroit exact. Donc après, on laisse le drone faire son travail. Papillon, Lake, j'étais avec l'un d'entre vous hier, avec Paco, qui était en direct avec nous sur notre antenne, qui nous disait que les drones kamikazes russes essayaient de cibler vos combattants de manière régulière sur le terrain dans le Donbass. Comment ça se passe concrètement? Comment vous échappez à ça? On est plus touché en fait, on est plus recherché. Ouais, on est les plus recherchés. On est les plus recherchés. Nous et les civils. Opérateurs, surtout les civils les premiers, et après opérateurs de drone. On est les plus recherchés. Par exemple, on essaie de ne pas parler anglais quand on est en base arrière, parce qu'on devient encore plus une cible, parce qu'il y a quand même des gens qui vendent des informations. Donc on essaie de faire attention. Mais sur le terrain, c'est le meilleur moyen de se cacher, c'est de se jeter dans un buisson et de ne plus bouger généralement face aux drones FPV. Paco me parlait également des prisonniers qui sont faits par vos unités. Est-ce que vous voyez beaucoup de Russes, beaucoup d'étrangers? Quels sont les prisonniers que vous avez vus sur le terrain? Beaucoup d'étrangers. Surtout moi dernièrement, j'ai eu beaucoup de prisonniers russes. Après, on les traite avec respect, malgré que nous, chez Azov, on a beaucoup de prisonniers encore chez eux qui ne l'ont pas libéré. Et jusqu'à maintenant, on fait tout pour qu'ils soient libérés. Et dernièrement, malgré que le côté ennemi, ils le savent très bien, mieux que nous, la majorité se rendent. Parce que quand ils se font encercler ou quelque chose, le meilleur moyen pour eux, pour rester en vie, c'est de se rendre. Et après, c'est les drones qui prennent l'opération. Ils se rendent même sans contact, en fait. Ils viennent sans armes, avec un drapeau blanc sur les routes, et ils espèrent être récupérés par nos unités et pas être abattus, en fait. Lake, Papillon, merci d'avoir été en direct avec nous. Xavier, Général Richoux, quand vous entendez ces témoignages, est-ce qu'il y a un moyen pour les Ukrainiens d'être beaucoup plus offensifs dans les prochains jours? Quand on voit ces négociations qui patinent à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a des moyens, sans l'aide, j'ai envie de dire, des Américains, des Occidentaux en général, pour qu'ils soient plus offensifs, pour taper en territoire russe notamment? Mais pas qu'en territoire russe. On sait très bien qu'aujourd'hui, la victoire ne viendra pas du champ de bataille. Aucun des deux protagonistes n'est capable de renverser la table et de gagner et d'avancer de 50 km et de conquérir le Donbass. La Russie ne prendrait le Donbass que dans 1 ou 2 ans à la vitesse actuelle. On sait très bien qu'ils ont plutôt tendance à reculer qu'à accélérer, étant donné les défenses qui sont devant eux. Les Ukrainiens, de leur côté, malheureusement, on ne leur a pas donné le matériel nécessaire. Donc, la fin de cette guerre et la pression qu'on met au moment de ces négociations, c'est plutôt sur les arrières, sur le stratégique, en tapant des usines. L'usine de batterie qui a été détruite par les Ukrainiens, ça c'est stratégique. Les raffineries qui sont touchées, 3 en 10 jours, c'est quand même beaucoup. Et puis ce qu'on voit aussi en mer Noire, 2 pétroliers hier. 2 pétroliers russes qui étaient en train de revenir pour aller se recharger, qui arrivaient en mer Noire, qui ont tous les deux été détruits. Et ça, voilà, c'est les images qu'on voit en ce moment. On est à bord de ces drones navals, parce que maintenant le drone est dans tous les domaines, le drone naval, le Sea Baby. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez un deuxième drone qui filme à côté pour avoir une preuve. Et alors, j'ai échangé avec des marins et ils me disent ils ont vraiment tapé à l'arrière, à l'endroit où même si on réparerait la ligne, l'arbre d'hélice serait endommagé. C'est-à-dire que c'est pas possible de le réparer dans des conditions correctes. Et il y a une efficacité. Et là, on est à plus de 1000 km. On est dans la zone économique exclusive turque. Les Turcs ne se sont pas plaints. C'est-à-dire que les Turcs considèrent qu'ils pourraient se plaindre. Légalement, ils auraient le droit de dire ma neutralité est attaquée. Ils ne se plaignent pas. Ça veut dire que les Turcs acceptent ce type d'attaque dans leur zone économique exclusive. Il y a aussi cette question des frappes
de longue portée sur le territoire russe. Est-ce que les Ukrainiens peuvent désormais faire ces attaques sans l'aide occidentale, sans renseignements occidentaux également? Beaucoup, bien sûr, parce que même lorsque l'on parle des missiles de croisière américains Tomahawk, c'est quelques centaines de kilomètres. Or, on voit bien que là, ils sont capables de taper des fois 800, 1100, 1500, 2000 kilomètres avec des drones pilotés par l'intelligence artificielle. Peut-être pas énormément d'explosifs, parce qu'il faut quand même aller loin, mais ça, ils sont véritablement capables de le faire. Et c'est ce que vous dites est très intéressant et très important, parce que là, on est dans le message clairement politique. C'est-à-dire que dans le cadre des négociations, là, comme ça a été bien dit par Xavier, il faut absolument montrer à l'adversaire qu'on est en train de gagner, qu'on n'est pas en train de le subir. Et donc les Russes font exactement la même chose en déversant 500-600 vecteurs. On voit bien qu'ils ont accéléré la livraison des vecteurs au-dessus de Kiev, etc. ces derniers temps. Mais on voit bien avec le bombardement de Novorossiysk, etc., que les Ukrainiens font exactement la même chose pour bien montrer aux Américains également que non, ils ne sont pas en train de perdre la guerre, qu'ils gardent la main, qu'ils sont capables d'infliger des dommages très importants. Et donc là, vraiment, la guerre est la poursuite de la politique par d'autres moyens en plein milieu des négociations pour avoir le plus d'atouts possibles dans les mains lors de cette négociation. Il faut comprendre que les missiles low cost, encore une fois, qui vont jusqu'à 1000-1200 km de distance, les Ukrainiens en produisent aujourd'hui à peu près 200 par jour. Les Russes, eux, on est plutôt autour d'un chiffre qui est plus élevé, mais en réalité, le taux d'interception en Russie est beaucoup plus faible. Et donc, quand on compte le nombre de coups au but prouvés sur des cibles intéressantes, je veux dire, quand ils détruisent un immeuble, ça tue 3 personnes, malheureusement pour les pauvres Ukrainiens, mais ça ne va pas empêcher les militaires de se battre. Et donc, le nombre de cibles pertinentes, utiles que les deux protagonistes frappent, eh bien les Ukrainiens ont plutôt tendance à en frapper plus en ce moment, depuis quasiment 6 mois, que ce que les Russes arrivent à toucher. On a appris que l'Ukraine musclait sa défense avec un mur anti-drone made in France. Alors vous allez nous parler de sa crédibilité, Xavier Zitelmann, une innovation de société tricolore, Atried. On n'est pas si mauvais que ça alors au final en lutte anti-drone? Alors c'est pas ça, c'est qu'on a certainement des choses qui ont fait leurs preuves. Sur différents théâtres d'opération, pas des théâtres d'opération militaires de cette densité. Et j'ai malheureusement des mauvais souvenirs, par exemple sur nos systèmes de guerre électronique. Alors ça n'a jamais été testé en conditions réelles. Et c'est bien ça, la différence. La guerre électronique française qu'on a embarquée sur un navire de la Marine nationale qui marchait contre les drones Houthis, quand il s'est retrouvé en Ukraine, il faisait moins bien que des systèmes qui coûtaient 20 fois moins cher, produits localement en Ukraine. J'espère de tout mon cœur que ce système français prouvera son efficacité quand il sera sur place, mais ça va falloir attendre quelques mois pour avoir la réponse. Mais le concept est génial. De la détection, de l'interception, de la collision, du brouillage, c'est un petit peu une sorte d'écosystème complet pour protéger les zones. Donc je pense que dans les prochaines semaines, on aura des réponses. En termes d'innovation, en mars dernier, l'OTAN a d'ailleurs organisé un concours dédié aux innovations de la défense, invitant entreprises ukrainiennes et occidentales à présenter leurs projets les plus prometteurs. Il y avait certains finalistes. J'étais jury. Voilà, vous étiez jury, Xavier Zitelmann. Vous en avez pensé quoi? Est-ce qu'il y a matière, réellement? Alors, pas forcément du côté ukrainien, je vais vous poser la question piège, mais plutôt de notre côté européen, ce qui aide les Ukrainiens à l'heure actuelle à dépasser les Ukrainiens sur ce terrain-là. La difficulté, c'est que quand on comparait les Ukrainiens avec ce qui se proposait à l'étranger, les Ukrainiens disent « voilà ce qu'on fait », et puis les étrangers, les Français, les Américains, les Suédois, les Allemands, leur vision, leur perspective à 2-3 ans, c'était de faire moins bien que ce qui était déjà opérationnel en Ukraine. Donc il y avait une sorte de décalage et on a mis les Ukrainiens, on leur a dit vous êtes hors catégorie, vous êtes déjà gagné en fait et on va plutôt faire une compétition chez les autres. Et celui qui a gagné par exemple sur l'interception des bombes planantes, c'est la société Alta Ares. Et c'était il y a à peine 6 mois. La société Alta Ares, dont le drone d'interception anti-Shahed a fait ses preuves. Société de quelle nationalité? Française. Et donc c'est des Français qui ont gagné cette compétition. Pas parce que j'ai voté exagérément pour eux, parce qu'ils étaient vraiment bons. Et effectivement, ce sont les premiers qui ont réellement une société 100% étrangère qui a réussi à détruire des drones kamikaze Shahed. Et à la fin du mois d'octobre, qui a réussi à valider un test dans un cadre OTAN. C'est-à-dire que pour la première fois, on peut, dans un pays européen, produire du drone qui va être fourni aux Ukrainiens pour pouvoir détruire leurs drones kamikazes sur place. Et ça, c'est une évolution. C'est le drone qui a été présenté à Zelensky lors de son dernier voyage il y a quelques jours. Le vrai problème, c'est la vélocité. On a été, nous, la DGA, par exemple, qui est un outil absolument indispensable à nos armées, a été conçu, grosso modo, pour faire le Rafale et puis les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Alors, on a des polytechniciens, c'est absolument imbattable. Je pense qu'on a un outil absolument très performant. Par contre, cette vélocité, cette rapidité d'adaptation, avec des gros projets comme ça, on l'a pas
aujourd'hui. On n'est pas capable de le faire. Donc l'enjeu demain, c'est véritablement de libérer les énergies et de faire en sorte que les entreprises privées puissent participer à l'affaire. Et comme le dit Xavier assez régulièrement, le problème, ça n'est pas de fabriquer 4 millions de drones aujourd'hui, c'est d'être capable de les fabriquer demain et qu'ils soient à jour, qu'ils soient pas obsolètes. Parce qu'on les fabrique maintenant, le mois prochain, paraît-il, ils sont obsolètes. En fait, la grosse difficulté, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir les meilleurs ingénieurs, il faut avoir de la masse de connaissances. Et ça, c'est le but de l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir entraîner des modèles. Alta Ares, pour revenir sur leur idée, ils étaient dans 25 000 drones ukrainiens l'année dernière. Donc, ils ont cette capacité. Les drones intercepteurs de drones, les Sting, par exemple, ils ont déjà détruit 1400 drones Shahed. 1400. Vous pouvez avoir les meilleurs ingénieurs du monde, ils n'ont pas cette base de connaissances qui font qu'ils deviennent bons. Les micros qui détectent les missiles qui survolent et qui peuvent les identifier. Ils ont des centaines de micros et ils ont enregistré plus de 40 000 bruits, ce qui permet de faire la différence entre un drone kamikaze, un drone chinois d'observation. Ils savent distinguer les missiles. On a peut-être des meilleurs ingénieurs et des meilleurs micros, mais on n'est pas déployé là-bas. Et ça, c'est une grosse différence, c'est qu'on ne peut pas faire la course sans avoir la base de connaissances, qui fait qu'aujourd'hui, on prend du retard. Inclure ces drones dans nos armées, c'est le but en 2026. J'ai eu sur ce plateau la chance d'avoir le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Pierre Schill, qui m'a dit non, on n'est pas en retard en termes de drones. Quand on voit ce que fait la Bundeswehr, qui veut mettre en place 6 unités pour l'utilisation de drones kamikazes, la première devrait être opérationnelle d'ici 2027. Je vois vos sourires narquois, mais en France, on en est où? Qu'on dise concrètement où on en est à l'heure actuelle. Xavier. Je ne veux pas contredire le chef d'état-major de l'armée de terre, mais on est au niveau 2022. Les Ukrainiens en 2021 étaient meilleurs que nous aujourd'hui. C'est triste, c'est malheureux, mais oui, on n'est peut-être pas en retard si on se compare avec nos voisins. Mais on est très en retard, très en retard si on se compare aux Ukrainiens et aux Russes, évidemment. Et aux Allemands. Les Allemands, alors leur modèle n'est pas forcément pertinent. Les Allemands ont eu une chance, c'est qu'ils ont proposé des drones très tôt à l'Ukraine. Je vous fais simple, les Français, on a été en Ukraine, on a dit c'est la guerre, je te fais 15% de réduction. Donc ils n'ont pas acheté. Les Allemands, ils y ont été, ils ont offert des drones, ils ont créé un bureau d'études sur place, ils ont recruté du monde et ils font la maintenance sur place. On le fait désormais avec Renault. Oui, c'est très bien, mais eux, ils l'ont fait en avril 2022. Et donc, ils ont pu faire améliorer la qualité de certains de leurs drones pour certaines petites marques plus rapidement que nous. Et nous, on est arrivé avec un certain retard. Heureusement, on a Dolair, par exemple, qui est une société française, qui était présente en Ukraine à partir de 2014 dans le cadre de l'OSCE. Ils faisaient de l'observation. Donc nous, on a quelques particularités où on est très bon. Les Allemands aussi, mais globalement, on n'a pas la masse. Alors, ce que font les Allemands, c'est très bien. Ils font des unités dédiées 100% à des drones. Nous, on a plutôt une perspective qui est un petit peu différente. Nos forces spéciales ont déjà ce qu'on appelle les munitions rôdeuses avec les Switchblade. Les Switchblade qui avaient été utilisés par l'Ukraine avec succès en 2022. Nos forces spéciales en ont déjà. Mais on a plutôt tendance à intégrer les drones dans le cadre des groupements tactiques en terre armée, dans lequel il y a un petit peu de tout, de la défense aérienne, des chars, des blindés, des transports de troupes et des drones. Et les Allemands, ils font des unités dédiées. Je ne sais pas quel est le bon modèle. Vous qui avez travaillé en Allemagne, Général Richoux, vous m'aviez dit une fois, mais les Allemands, ils n'ont pas de DGA, ils n'ont pas de Direction Générale de l'Armement pour leur développement. Ils ont quelque chose que je n'ai jamais réussi à comprendre en 3 ans, c'est-à-dire des bureaux un peu atomisés, même géographiquement atomisés. Il y en a un qui était complètement à l'est de Berlin, l'autre était au niveau du ministère des Armées, et tout ça, ça se parlait assez mal, ce qui fait qu'ils ont, je dirais, des délais d'acquisition des armements qui sont absolument considérables. Ils ont mis presque 10 ans à acquérir le HK416, c'est-à-dire le fusil d'assaut français, qui est allemand d'ailleurs, et que nous, on a depuis 2017, qui a été mis en œuvre en 2017. Ils ont mis presque 10 ans, ça a foiré, il y a eu un appel d'offres qui a été cassé, ils ont recommencé, pour arriver 10 ans après au fusil qui sort de leurs propres ateliers. Vous voyez, donc ils sont pas du tout... La DGA, c'est un outil assez extraordinaire pour ça. En revanche, l'Eurodrone, là, 24 mètres d'envergure, bimoteur, 117 millions d'euros, etc. On voit bien que c'est pas ce qu'il faut. Enfin, il peut être utile, mais on voit bien que c'est pas ce qu'il faut pour cette guerre-là. Le problème, c'est la capacité industrielle. Comment fait-on pour produire demain 4 millions, 5 millions de drones à l'instant T? Rapidement, Xavier. Non, mais en parfait accord. Évidemment, on n'a aussi pas révisé les exigences qu'on s'était mis par le passé. On a des objectifs qui n'ont pas été changés. L'Eurodrone devrait être annulé. Le porte-avions, est-ce qu'il faut le repousser de quelques années? Mais dans tous les cas, il faut beaucoup plus de drones. Un missile anti-char vaut 500 drones kamikazes. Les Ukrainiens, ils font leur choix. Merci Xavier Titelman, Général Richoux. Merci à vous. Et tout de suite, juste après une courte